Bien, bonsoir pour ce sixième et dernier épisode dans l'histoire de l'américanisme russe, qui nous conduit, contrairement à ce que le titre dit, depuis la fin de la période stalinienne. Vous savez que Staline meurt au printemps 1953, qui va nous conduire de l'après-guerre aux années 60, un après-guerre qui est évidemment déterminé par un affrontement différent de celui qui avait déterminé les années 20 et 30. À l'époque, c'était un affrontement entre l'Union soviétique et l'Europe occidentale, et l'Angleterre, la France d'abord, pas avec l'Allemagne, puisqu'il y avait une alliance avait été scellée à Rapallo, puis l'Allemagne. Désormais, en dépit des embrassades du printemps 1945 sur l'Elbe, entre les survivants de l'armée rouge et ceux de l'armée américaine, eh bien, c'est dans l'ordre de la compétition politique, économique, évidemment militaire, stratégique entre les deux États que vont se jouer et les questions de l'américanisme et les questions de l'américanisation. Les choses commencent de manière relativement harmonieuse. Donc, dans la foulée de cette rencontre des deux armées, en dépit de la division du monde telle qu'elle s'est décidée à Yalta, les choses commencent de manière harmonieuse, notamment dans le champ culturel. J'ai parlé des échanges entre architectes, mais on pourrait aussi parler d'une grande première qui est l'idée d'échanger de manière régulière des publications. Une revue publiée aux États-Unis et diffusée en Russie sous le titre America, une revue symétrique vendue aux États-Unis et produite en Russie. Vous voyez ici deux numéros de ces revues, un peu tardifs. Elles seront publiées jusqu'aux années 80, pratiquement. Le premier exemplaire d'America est tiré, pour vous donner une idée, à 10 000 exemplaires, ce qui est considérable dans la Russie de 1945, en mars 1945, et devient immédiatement un produit de marché noir. Le tirage de cette revue passera à 50 000 en 1947 en dépit de la guerre froide. Quant à la revue de l'Union soviétique, Soviet Union, elle dérive de la revue l'URSS en construction dont j'ai déjà parlé. Dans cette phase, alors que le rideau de fer que Churchill déclarera avoir vu tomber sur l'Europe orientale, alors que le rideau de fer n'est pas en place, de nouveaux voyages, et encore cette fois je parlerai de certains voyages aujourd'hui, ont lieu, soviétiques découvrant l'Amérique, notamment. L'un des plus importants, c'est celui d'Ilya Ehrenburg, qui visite les États-Unis en 1946 en compagnie d'un autre écrivain, Konstantin Simonov, et du général Galaktionov. Le but de cette opération est moins d'informer le public soviétique sur ce qui se passe aux États-Unis, ce qui avait été le cas avec le voyage d'Ilf et Petrov et leur récit Amérique sans étage. Le propos est différent, c'est plutôt une tournée de propagande ou d'explication que les Russes entendent faire à un moment où ils n'ont pas encore décidé de rejeter le plan Marshall, à un moment où la question de la participation des États-Unis à la reconstruction de la Russie est discutée et les intéresse beaucoup. Ehrenburg publie à son retour à Moscou un livre en Amérique qui rassemble les clichés traditionnels sur le gigantisme de New York, sur l'automobile, pour Ehrenburg, le premier amour de l'Américain, clichés aussi sur l'uniformité de la pensée et le manque de culture des États-Unis. Ehrenburg s'attache surtout à dénoncer la ségrégation raciale, qui devient un des thèmes dominants du discours sur l'Amérique dans l'URSS des années 40, après avoir visité assez longuement le sud des États-Unis, où il passe de ville en ville. Ce voyage a d'autres effets. Un autre effet, par exemple, c'est une pièce de théâtre et vite transformée en film de Konstantin Simonov, un autre de ses voyageurs. Simonov, écrivain que la littérature de guerre a consacré, écrit cette pièce dont la thématique est la suivante. C'est une sorte de retournement du propos par lequel Larry Smith, journaliste américain, qui visite l'Union soviétique, est forcé par ses patrons à écrire un reportage de dénonciation alors qu'il a plutôt une vision positive, voire très positive, de l'Union soviétique. C'est donc
une sorte de fiction politique qui sera jouée dans 500 théâtres et dont Michael Romm tirera un film. Pour revenir à Ehrenburg, il est intéressant de voir Ehrenburg s'intéresser à l'architecture. Il parle de l'architecture, il cite notamment, il donne raison à Le Corbusier qui avait vu dans l'architecture de New York une catastrophe féerique. Il cite à nouveau Le Corbusier. Ce texte avait d'ailleurs été publié en Russie. Et il vante l'architecture américaine. Ehrenburg écrit « L'architecture américaine, bien que sèche, parfois inhumaine, est associée à notre époque par les liens du sang. Elle est aussi un apport à la culture mondiale. » C'est 1947. Les choses vont changer, comme la pièce et le film de Simonov en donnent déjà une indication, avec le tournant politique, idéologique que prend l'Union soviétique avec le programme culturel de Jdanov, la dénonciation de l'américanisme et du cosmopolitisme. Dans ce contexte, des figures extrêmement célèbres de la culture populaire soviétique, par exemple jazzman, comme on dit en russe, Eddie Rosner, qui était en fait un Allemand, mais qui jouait de la trompette à Moscou avec grand succès depuis 1933, qui était vraiment qui avait un des orchestres les plus populaires, est déporté dans la Kolyma, et où il parviendra d'ailleurs à recréer un orchestre à Magadan. Par ailleurs, le saxophone disparaît des orchestres soviétiques car c'est un instrument considéré comme trop entaché par sa participation à la musique de jazz. Au Goulag, Rosner rencontre des zekis, des détenus, qui sont pour des raisons parfois très précises et liées à notre thème. Alexandre Solzhenitsyn écrit dans l'Archipel du Goulag, lorsqu'il énonce les cas de déportation qu'il rencontre autour de lui, autour de ses camarades, il déclare en découvrir notamment 3, avec les abréviations correspondantes. Les détenus dont le dossier est marqué aux 3 lettres VAT, ce qui veut dire Vasvalenie Amerikanskoj techniki, l'éloge ou les louanges de la technique américaine sont une catégorie. D'autres appartiennent à la catégorie VAD, c'est-à-dire louange de la démocratie américaine. Enfin, une 3e catégorie, PZ, c'est l'admiration ou l'adoration devant l'Occident. Donc on voit bien que désormais, ce n'est plus le contact direct avec l'Amérique qui avait envoyé au Goulag les ingénieurs ou au peloton d'exécution les ingénieurs qui avaient accompagné les programmes industriels du premier plan quinquennal, c'est désormais le moindre lieutenant de l'armée rouge fasciné par les camions Studebaker qu'il a utilisés, c'est le moindre pilote, le moindre citoyen qui se retrouve au Goulag pour avoir parlé positivement de l'Amérique. Dans ce contexte, la propagande se déchaîne d'une certaine manière. Les rééditions de Maxime Gorky ont découvert du livre En Amérique de Maxime Gorky, un livre fort négatif, fort critique de 1906, on s'en souvient. Les rééditions ont des couvertures de plus en plus violemment anti-américaines, dénonçant, vous voyez à gauche, la tyrannie de l'or dans les griffes de ce capitaliste, à droite présentant une scène dominée par un policier et apparemment un chômeur. Les affiches dénoncent la criminalité aux États-Unis, le mode de vie américain, affiche de 1949, toutes les 21 secondes, un crime est commis aux États-Unis. Donc il y a une véritable campagne anti-américaine et anti-cosmopolite qui touche également au monde de l'architecture, et j'en donnerai 2 exemples. Ces 2 exemples, ce sont 2 architectes, un historien de l'art et critique, Harkin à gauche, Bourov à droite, dont j'ai déjà parlé, qui sont des victimes directes de cette campagne, à commencer par Harkin, accusé d'être un idéologue du cosmopolitisme en architecture, attaqué au même titre que le secrétaire de l'Union des architectes, Karo Alabian. Alabian, qui avait été un des architectes du pavillon russe de 1939 à New York. Toute la carrière d'Harkin est passée en revue depuis son livre de 1932 sur l'architecture occidentale jusqu'à des réactions qu'il aurait eues, réactions favorables
envers l'architecture fasciste lors de son voyage à Rome en 1935. C'est le moment de la campagne antisémite qui aura des effets meurtriers sur toute une partie des membres du comité juif antifasciste, sur des poètes, sur des intellectuels de tous ordres. L'article qui dénonce Harkin en 1949 est très explicite. Le cosmopolitisme d'Harkin a pris une forme particulièrement aiguë et nuisible aux intérêts du peuple soviétique, notamment dans la publicité soutenue qu'il a donnée à l'américanisme dans l'architecture. Et cet idéologue Peremuislov, membre de l'Académie d'architecture, continue: la propagande sur les mérites entre guillemets, de l'art américain et de l'architecture américaine représente une des manifestations les plus aiguës de l'idéologie corruptrice du cosmopolitisme. Cosmopolitisme égale juif, on le sait, et ses fauteurs en Union soviétique sont des agents directs et des complices de l'impérialisme américain dans son entreprise de domination du monde. Rien n'y fait, et les propos nuancés d'Harkin sont aussi dénoncés. Utilisant sa méthode favorite qui consiste à faire part de ses réserves du bout de la langue pour mieux camoufler sa pensée intime, habillant ses propos au fond de lui antipatriotiques de formules de pure forme, Harkin s'épuise à voir dans l'architecture américaine des exemples remarquables, des solutions exemplaires, etc. Une hargne semblable est déployée contre Bourov, un autre plumitif du nom de Simonov, pas de rapport avec Constantine, note en 1948 qu'il est actif et talentueux, mais hélas influencé par l'architecture américaine contemporaine. Les textes de Bourov, écrit-il, tracent le portrait parfait d'un cosmopolite avéré qui méprise l'architecture soviétique et ses représentants et qui fait les yeux doux à la culture décadente de l'Amérique impérialiste. La presse architecturale russe ne passe plus d'image de l'architecture américaine ou de l'urbanisme américain, si ce n'est pour montrer des rues à New York de la manière la plus misérabiliste qui soit. Voici par exemple une page de 1953 qui nous montre des taudis. Dans ce contexte, il est intéressant de voir une vieille connaissance, Vyacheslav Oltarjevski, qui était revenu aux États-Unis, en Russie après avoir vécu 10 ans à New York, qui était revenu en 1934 et qui avait été ensuite déporté en 1938. Il est intéressant de voir Oltarjevski revenir, faire en sorte son deuxième retour. J'ai trouvé dans les archives du musée d'architecture de Moscou cet émouvant certificat du NKVD, qui est un certificat qui annonce l'abandon des poursuites contre lui en 1943, ce qui va lui permettre de reprendre sa carrière dans les appareils de l'architecture soviétique. Mais Oltarjevski ne se contente pas de revenir, d'être libéré ainsi, il va avoir un rôle très important au moment précis où l'architecture américaine est dénoncée, comme je viens de le dire, dans la pratique, dans les procédures de projet architectural en œuvre en URSS, eh bien, Oltarjevski va mettre en place un système parfaitement américain. En 1947, il publie ce manuel, cet ouvrage utilitaire pour l'architecte, recueil de dimensions, recueil de modèles, recueil de schémas de plans, qui est totalement dérivé des schémas américains et notamment de l'Architect's Graphic Standards, manuel de projet américain, qui est d'ailleurs toujours publié aujourd'hui. Et on voit sur les planches de ce manuel des stations-service tirées des normes américaines. Il y en avait fort peu à l'époque en Union soviétique. À droite, les rues des petites villes et des villages aux États-Unis sont considérées comme étant des modèles dimensionnels. Et si l'on entre à l'intérieur de certains bâtiments, de certains édifices de l'architecture urbaine, on trouvera à gauche des escalators, des escaliers mécaniques tirés de la pratique américaine et qui avaient été pour la première fois mis en œuvre dans le métro à Moscou. Et à droite, vous voyez une planche assez amusante de comptoirs de luncheonettes, donc de comptoirs de café, qui dérivent là aussi des Architect's Graphic Standards. Je n'aurai pas l'outrecuidance de vous asséner une comparaison graphique terme à terme, mais faites-moi confiance, les planches américaines ont été calquées par Oltarjevski, ce qui est, après tout, assez intéressant. C'est-à-dire qu'au moment même où la référence
à l'Amérique est fort close, et bien dans la pratique, que dessine-t-on? Eh bien des édifices américains. Alors, Oltaszewski est particulièrement actif dans le programme qui est lancé à partir de 1947 pour la construction d'une série de gratte-ciel, ou plutôt d'immeubles en hauteur. Le terme de gratte-ciel est un terme prohibé, car c'est un terme américain. On parlera de wysotnie zdania ou de wysocki, de bâtiments en hauteur, et non pas de gratte-ciel, une sorte d'euphémisme qui ne trompera personne. J'ai évoqué la semaine dernière les propos de Joffan en 1940, proposant d'utiliser les hauteurs de Moscou pour créer des gratte-ciel, les critiques de Bounin et Kruglova, qui considéraient que le groupement des gratte-ciel à New York ou dans les villes américaines était tout à fait erroné et ne devait pas être copié. En 1952, dans un des manuels les plus importants sur l'architecture du réalisme socialiste, le manuel de Tsapenko, il fait des gratte-ciel, je cite, c'est assez formidable, une arme dans la lutte contre l'impérialisme américain. Ce dont les architectes rêvaient il y a beaucoup d'années, écrit-il, sans pouvoir traduire les rêves en principes artistiques justes, est aujourd'hui de l'ordre du réel. Alors comment ce programme se met-il en place? Donc, en janvier 1947, le Conseil des ministres de l'URSS décide de construire à Moscou un ensemble de 8 maisons à étages multiples, c'est le terme utilisé, et précise les proportions et la silhouette, terme très important, silhouette en français dans le texte, de ces bâtiments doivent être originales dans leur composition architecturale et artistique. Ils doivent se rattacher au développement historique de Moscou et à la silhouette du futur palais des Soviets, ce que l'on voit ici. Il est encore en chantier à l'époque. Le voici. Ces nouveaux bâtiments ne doivent pas, par conséquent, être des copies des immeubles en hauteur déjà connus à l'étranger. Et ce qui est tout à fait intéressant ici est de voir comment ces maisons à étages multiples sont en fait arrachées à leur origine impérialiste et américaine pour devenir des modèles de l'histoire russe. Oltaszewski, qui publiera en 1953 un très important ouvrage qui est le grand compte-rendu officiel de la construction de ces bâtiments, écrit dans sa préface en 1953, je cite, avec un certain aplomb, « La construction d'immeubles en hauteur s'inscrit dans une tradition ancienne et solide de l'architecture russe, celle des clochers. » Vous voyez ici, dans cette comparaison des silhouettes de la ville au travers des siècles, 17e, avant la Révolution, années 20, et la silhouette projetée. Les immeubles en hauteur ont donné aux vieilles villes russes et aux premiers chefs à Moscou leur silhouette originale dont l'expression est si forte. Et quant à ceux qui sont réalisés, eh bien, écrit Oltaszewski, ils forment une nouvelle silhouette expressive pour la ville, ils jettent les bases pour la construction de nouveaux ensembles architecturaux, répondant au rôle si important de Moscou, phare de l'humanité progressiste. Alors, que se passe-t-il en pratique? D'une part, il y a une réflexion, vous le voyez ici, sur la silhouette urbaine, l'idée de distribuer les gratte-ciel dans le paysage de Moscou. On le voit ici avec le palais des Soviets, et dans un dessin qui est un dessin dont il conviendrait de mesurer l'échelle des hauteurs, car elles sont manifestement exagérées par rapport au dessin des années 30. Le palais des Soviets est artificiellement écrasé de manière à ce qu'il soit pratiquement à la hauteur des clochers de la Moscou historique. Aucune manipulation graphique n'est prohibée. Et surtout, dans la distribution de ces gratte-ciel en plan, eh bien, il s'agit d'une opération de composition urbaine semblable à celle qu'avait proposée Lissitsky en 1924 avec ses Wolkenbügel. Lissitsky les situait sur l'anneau des boulevards, assez proche du centre. Cette fois-ci, c'est sur l'anneau des jardins que se situent plusieurs de ces gratte-ciel et à l'extérieur, dans le cas de l'université. Ces gratte-ciel sont aussi spécialisés, ainsi que l'avait proposé Hugh Ferris dans son projet de métropole du futur, commenté très favorablement, je vous le rappelle, dans les années 30. Alors, Oltaszewski continue, et je m'arrêterai de le citer, les principes de construction de ces immeubles sont diamétralement opposés aux principes de construction des gratte-ciel, entre guillemets, américains, fruit de la concurrence capitaliste
déchaînés. Ces immeubles sont librement disposés dans les points les plus commodes du territoire de la ville et entourés des espaces libres suffisants. Ils sont au service de la ville tout entière. Donc effectivement, spécialisation, la science au sud-ouest, le gouvernement proche du centre, l'habitation sur les bords, c'est presque le modèle de Ferris. Oltarjevski va jouer le rôle de conseiller technique, à juste titre, puisqu'il il est le seul des architectes actifs à Moscou à ce moment-là à avoir une expérience concrète des gratte-ciels. Et il est d'ailleurs un des premiers à les étudier. Ici, deux variantes du projet de gratte-ciel sur la place Vostania, qui est à l'ouest de Moscou, une variante qui est assez conforme à ce que sera l'ensemble du programme, mais une variante beaucoup plus intéressante, car il s'agit d'un îlot ouvert dans lequel la structure pyramidale qui sera ensuite de rigueur n'est pas encore utilisée, une composition qui est beaucoup plus proche, quand on regarde le périmètre des îlots, de certains grands ensembles que l'on peut trouver le long de Park Avenue à New York. Le programme de ces gratte-ciels, et je n'en parlerai pas très longuement car il s'agit là d'une histoire assez connue et coordonnée par l'architecte en chef de la capitale à l'époque, Tchetchoulin, et au total, 7 bâtiments seront construits sur 8 programmés dans des points stratégiques de Moscou. Vous voyez ici le projet pour l'université, qui est le premier projet de Yofan, l'architecte du Palais des Soviets, qui est un projet dans lequel le couronnement de l'édifice est une sorte de motif sculptural, couronnement qui sera remplacé dans la variante finale construite par Rudnev par une flèche. Et il est intéressant de voir les flèches couronner ces gratte-ciels, ce qui n'était pas le cas dans les premiers projets. Ici, le premier projet pour le ministère des Affaires étrangères n'avait pas de chapeau pointu. Il avait une flèche un couronnement dont les éléments sont des éléments gothiques, donc assez étrangers à l'histoire de la Russie. Mais l'utilisation des flèches va être imposée par Staline, qui verra une allusion à celle de l'amirauté ou de la forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg, Leningrad. Ce qui est une expression dans ce programme d'un processus intervenu déjà dans les années 20, plutôt dans les années 30, qui est le processus, pourrais-je dire, de péterbourgisation de Moscou. L'idée de transférer à Moscou, dans l'aménagement de la ville, dans l'aménagement de ses quais, des éléments du vêtement impérial de Saint-Pétersbourg, et c'est ce qui s'opère avec ces Spieli, avec ces flèches. Il est intéressant de voir aussi comment ces gratte-ciels, dont l'ossature est une ossature d'acier, soudés et non pas boulonnés comme les gratte-ciels américains, c'est une différence technologique intéressante. Cette ossature est ensuite recouverte de terre cuite ou parfois même de parements en pierre. Il s'agit évidemment d'une solution qui aurait fait frémir les architectes de l'avant-garde. Pensez à Ladovsky ou Lissitsky, dont j'ai déjà parlé, pour qui le grand intérêt du gratte-ciel était ce qu'ils appelaient son squelette vivant. Les emprunts et les éléments, je dirais, d'intertextualité architecturale avec les édifices new-yorkais en particulier sont extrêmement nombreux et je n'en parlerai pas dans le détail. Je donnerai simplement l'exemple du gratte-ciel construit sur le quai des Chaudronniers, à côté du Kremlin, gratte-ciel qui occupe une position d'angle au confluent de la Moskova et de la Yaouza et qui a une furieuse ressemblance. Alors, ressemblance n'est pas similitude, ressemblance n'est pas identité, mais une ressemblance évidente avec le gratte-ciel des services municipaux construits par McKim Millenwhite au début du XXe siècle. D'autant plus démontrable que lorsque Yofan était revenu des États-Unis en 1935, il avait apporté avec lui des photographies de ce bâtiment. Et vous voyez une petite vue de l'intérieur qui nous montre ces cuisines modernes, dont les normes sont celles que Oltarjevski a dessinées, les normes américaines.
Un autre édifice important, c'est l'immeuble de Pasokhin et son équipe sur la place Vastagna, qui remplace le projet qui n'a pas été réalisé par le projet d'Oltarjevski et qui se dresse à proximité de l'immeuble du Narkomfin, l'immeuble de Ginzburg. C'est un gratte-ciel d'habitation et il est intéressant de voir comment les deux serres-livres, les deux presse-livres construits des deux côtés du corps central sont des éléments qui rappellent par leur dégradé les formes du Rockefeller Center. Il y a une réflexion esthétique sur ces bâtiments qui est assez intéressante et je crois qu'on devrait les prendre au sérieux de ce point de vue-là. Johann, en particulier, s'intéresse à la composition de ces bâtiments et les oppose aux bâtiments américains. Il écrit « Les Américains partent du point de vue que l'attention la plus grande doit être consacrée à la mise en forme des seules parties supérieures et inférieures du gratte-ciel, mais à Moscou, les immeubles en hauteur sont construits sur des emplacements qui permettent de les voir depuis une distance très grande. Ce n'est pas simplement le bas et le haut, mais tout le bâtiment qui doit constituer une œuvre architecturale achevée. » Alors, le programme se terminera dans les années 50, en 57, avec la construction de l'hôtel Ukraina, dont véritablement l'auteur est Oltarjevski. Vous voyez ici une sorte de veduta à l'italienne, qui le montre vu depuis l'autre côté de la Moskova, une vue beaucoup plus organisée et triomphaliste qui le raccorde à la perspective Kutuzov qui se trouve à côté. Vous voyez que, comme d'ailleurs l'université, ces gratte-ciels ne sont pas des entités isolées, mais sont des sortes d'émergences verticales de grands îlots sur le modèle de ceux déjà développés dans les années 30. Oltarjevski, à nouveau, l'hôtel Ukraine, le travail sur les plans pour lequel il utilise son expérience, sa connaissance des îlots, des hôtels et des îlots américains. Enfin, le dernier, c'est le siège du commissariat plutôt du ministère désormais de l'industrie lourde, qui aurait dû être implanté à proximité du Kremlin. Vous voyez ici le Kremlin, l'église Saint-Basile au bord de la rivière. Ce projet de Tchétchoulin sera abandonné et plus tard remplacé par l'hôtel Rassia. Dernière image à propos de ces constructions, c'est une image des images. Ce que nous voyons ici, c'est que dans l'ordre de la représentation, les Russes vont utiliser les schèmes visuels qui avaient été popularisés par les reportages photographiques sur New York. À droite, une des centaines de photographies de Lewis Hine sur la construction de l'Empire State Building, l'image de ces monteurs en plein ciel, et à gauche, eh bien, vous voyez comment cette image est reproduite sur la couverture de la revue L'URSS en construction, qui est censée être diffusée à l'étranger et donc propager une vision de cette campagne héroïque. Alors, un autre thème très important, un emprunt encore plus clandestin, encore plus refoulé ou hypocrite, si vous voulez, aux États-Unis, c'est celui qui intervient dans le domaine de l'aviation et dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de la production des moyens de transport. Dans le domaine de l'aviation, les Soviétiques avaient acheté avant 1941 des brevets américains et avaient lancé la production d'avions américains. C'est le cas du célèbre bimoteur Dakota de Douglas qui devient le Lissounov II, le Litva dans l'armée de l'air soviétique. C'est le cas de l'hydravion Catalina qui devient le GST, également en dotation de la marine soviétique. Les choses vont prendre une tournure extrêmement différente pendant la guerre. Les Russes, en effet, sont extrêmement intéressés au bombardier stratégique de Boeing, le B-29 Super Fortress, le bombardier avec lequel les Américains détruiront Hiroshima et Nagasaki, un bombardier qui vole à très haute altitude avec une cabine pressurisée, qui a des instruments de navigation extrêmement modernes. Et lorsque 3 de ces bombardiers atterrissent à court de carburant en Sibérie en 1944, après avoir bombardé le Japon et la Mandchourie, eh bien, ils ne sont pas rendus. Les équipages sont rendus aux Américains, les avions sont gardés. L'un d'entre eux vole jusqu'à Moscou, les autres sont démontés et vont permettre au bureau d'études de Tupolev de fabriquer exactement 2 ans plus tard, ou 2 ans et demi plus tard, le Tupolev 4, qui est en tout point une copie
du Boeing B-29. Donc, cette histoire est une histoire parallèle à celle du développement de la bombe atomique soviétique, qui est un processus incontestablement autonome et dans lequel les exemples occidentaux ont joué un rôle. Ici, il s'agit ni plus ni moins de ce que l'on appelle le reverse engineering, le projet à l'envers dans lequel un objet technique est démonté pour être construit. Et vous voyez ici ces images étonnantes d'une exposition organisée en 1946 où ces avions sont présentés sous tous leurs aspects, dans toutes leurs pièces détachées, pour que les ingénieurs qui participent à ce programme, et ils seront des milliers, pour que ces ingénieurs puissent reproduire ces avions. En effet, cet avion comptait 105 000 pièces distinctes dont la production nécessitera 30 000 dessins. Et donc on peut vraiment considérer que la reconstitution de cet avion est sous une forme efficace, puisque la réplique de Tupolev ne pèsera qu'1% de plus que le B-29 originel. On peut dire qu'il s'agit véritablement d'un grand succès de l'ingénierie russe. Autre succès dans des domaines moins hardis, mais quand même importants pour la vie quotidienne, ce sont ceux de l'industrie automobile. Par exemple, avec la première limousine de luxe soviétique, la ZIS-110, Staline sentait qu'à l'approche de la fin de la guerre, il aurait besoin d'avoir une automobile présentable pour rencontrer les chefs d'État occidentaux. Il fait défiler devant lui au Kremlin les voitures du corps diplomatique à Moscou et choisit la Packard qui est reproduite, cette fois-ci beaucoup plus lourde, avec un moteur de char d'assaut par l'usine ZIS de Moscou. Après 1945, alors que la nouvelle voiture de Moskvitch est une copie d'un modèle Opel, les soviétiques ont en effet démonté beaucoup d'usines allemandes, la voiture qui va être au centre de toute la culture automobile soviétique de l'après-guerre, la Pobiada, que vous voyez à droite, dessinée par un extraordinaire concepteur du nom de Andrei Liphart, vous voyez que la Pobiada résulte de l'hybridation d'une Ford de 1942 et d'une Nash. Et vous voyez aussi, ce qui est intéressant ici, comment elle est mise en rapport visuellement dans ce dessin, qui n'est sans doute pas censé la diffuser commercialement, car l'acquisition d'une automobile était quand même très difficile dans la Russie des années 40 ou 50. Ce qui est intéressant, c'est de la voir inscrite contre une silhouette, qui est une silhouette qui condense les gratte-ciel, ou plutôt les immeubles en hauteur de Moscou, et qui donne l'image d'une sorte de ville américaine continue, d'une ville verticale continue, une ville fictive, une sorte de rêve à l'horizon de cette automobile. Quelques années plus tard, Liphart continue et produira une autre automobile très importante qui est dans sa diffusion à l'intérieur de l'Union soviétique, la Volga de 1956, qui est une adaptation de la Ford de 1952. Il est assez intéressant de voir comment et c'est ici que la différence entre les deux économies apparaît, qu'alors que les voitures américaines sont inscrites dans des cycles d'obsolescence extrêmement rapides, les copies soviétiques, elles, vont avoir une longévité considérable, seront produites pendant des décennies. La dernière Warszawa, version polonaise de la Pobiada, sera produite en Pologne en 1973, pratiquement 30 ans après que la première ait roulé soit sortie des usines de Gorky. Dernier exemple, oui, à nouveau la Volga, vous la voyez ici présentée contre le background, sur le background d'un immeuble en hauteur de Moscou. Donc il y a implicitement un message de modernité exotique. Les gratte-ciel, en dépit des dénégations, ne peuvent pas manquer de faire penser à l'Amérique lorsqu'ils sont présentés ainsi. Le dernier exemple, eh bien, c'est celui de la Tchaïka, de la voiture des dignitaires soviétiques pendant des décennies, qui est aussi évidemment une dérivation hybride de Lincoln et de Cadillac, et qui sera aussi produite par Liphart dans l'usine de Gorky. Alors, avec l'arrivée au pouvoir de Nikita Khrouchtchev, les choses changent, et elles changent d'abord dans la politique, avec la liquidation de Beria, elles changent aussi dans l'architecture. Et vous voyez ici deux caricatures
qui me semble extrêmement frappante. La première pensée au gratte-ciel que l'on vient de voir nous montre le spiel, la flèche d'un de ces immeubles en hauteur transformés en pic sur laquelle s'entassent les notes et les rapports officiels. Et à droite, difficile à voir, un dessin de 1955 qui montre la nef des architectes soviétiques partir vers de nouveaux rivages et délaisser les vieux rivages qui étaient ceux du réalisme socialiste, des excès décoratifs que Nikita Khrouchtchev condamne en décembre 1954 lorsqu'il utilise la tribune du Congrès des bâtisseurs pour procéder à sa première rectification de cours par rapport aux stalinistes. Tout à fait intéressant de voir que le premier congrès des architectes en 1937, celui auquel Wright avait participé, était arrivé fort tard dans le processus de normalisation, l'avait en quelque sorte clos, alors qu'en 1954, c'est par là où le cycle précédent avait été conclu que le nouveau cycle s'amorce, c'est-à-dire par un discours de Khrouchtchev qui condamne notamment les architectes de certains des gratte-ciels de Moscou parce qu'ils ont construit des édifices coûteux et dont les surfaces inutiles sont dominantes. Donc, un nouveau cours qui va voir les Russes s'intéresser à nouveau et de manière légitime à l'architecture américaine. Les voyages recommencent. Dans la mise au point des nouvelles normes spatiales, si la préfabrication lourde est d'origine essentiellement française dans cette période, avec les systèmes Camus, eh bien, le développement de nouvelles formes urbaines dans lesquelles l'idée du quartier équipé, l'idée du micro-rayon est fondamentale, se fait largement à partir du concept d'unité de voisinage qui avait été élaboré dans le cadre du plan régional de New York en 1929 par Clarence Perry et qui était devenu tout à fait évidemment un cliché de l'urbanisme occidental. Le projet de Tchetchoulin-Azariadie dont j'ai parlé est abandonné en 1955. Harkin est discrètement réhabilité, ainsi que d'autres architectes qui avaient été blâmés ou marginalisés. La renaissance d'un intérêt ou tout simplement d'une observation de l'architecture américaine qui n'avait jamais complètement cessé mais qui était devenue clandestine s'accompagne d'une explosion de la culture de masse américaine sur les ondes russes. Par exemple, certainement le programme le plus écouté la nuit dans l'Union soviétique des années 50, comme beaucoup d'écrivains l'ont raconté, je pense à Aksionov, notamment, c'est le programme de la Voix de l'Amérique. Je vois que mon sous-titre a disparu complètement. Le programme, la Jazz Hour de la Voice of America, dont le producteur est Willis Conover, que vous voyez ici, qui sera accueilli triomphalement lorsqu'il découvrira la Pologne et la Russie bien plus tard. C'est aussi le moment où se développe le mouvement des stiliagi, de ces jeunes gens vêtus à la mode, un peu l'écho des Azous français, et qui sont présentés ici comme étant des trafiquants qui vendent leurs âmes pour un blue jean. Les voyages, j'en ai parlé, reprennent d'abord avec les journalistes. Ici, un livre assez important de 1956, le premier voyage collectif d'un groupe de journalistes aux États-Unis. Donc 10 ans après Ehrenburg et Simonoff, une nouvelle perception de l'Amérique. Vous voyez que nos camarades rendent visite aux starlets de Hollywood, découvrent les paysages de Los Angeles et sans réticence en rendent compte, anticipant sur le voyage de Nikita Sergeevitch Khrouchtchev en 1959, voyage assez scandaleux à bien des égards, voyage qui le voit découvrir l'agriculture américaine, qui le voit, et notamment le maïs qu'il entendait semer jusqu'au pôle Nord. Il découvre aussi, c'est la première fois qu'un premier dirigeant soviétique, j'ai parlé dans le passé de Mikoyan en 1936, mais Mikoyan était un dirigeant de haut niveau, certes, mais loin d'être le premier. C'est la première fois qu'un dirigeant soviétique foule le sol américain. Et la saga est extrêmement intéressante dans tous ses détails, notamment ses réactions devant la culture quotidienne, matérielle quotidienne américaine, devant Disneyland, etc. Les Russes vont aux États-Unis, les États-Unis arrivent à Moscou. Et en fait, l'élément saillant de cette période est un élément déterminant
je dirais presque pour les décennies à venir, c'est l'organisation en 1959 de 2 expositions croisées. Je parlerai très brièvement de l'exposition soviétique à New York en juillet 1959. En juin 1959, c'est l'exposition américaine qui ouvre dans le parc de Sokolniki et qui est un bouleversement complet pour le public soviétique. C'est une manifestation architecturale tout à fait remarquable, avec une série de constructions, et notamment ce dôme géodésique de Buckminster-Fuller, qui n'est qu'un élément d'une très très grande composition d'un ensemble de bâtiments provisoires pour lesquels beaucoup d'architectes ont travaillé et beaucoup de designers, à commencer par George Nelson. Donc c'est un tournant dans la perception soviétique de l'Amérique, en dépit du contrôle des visiteurs. Les visiteurs, les billets sont très rares, il faut faire la queue pendant au moins un jour et une nuit parfois, et surtout les billets sont trustés par les komsomol et les membres des organisations du parti qui viennent armés de leur scepticisme et de leur anti-américanisme et qui essayent de démonter le spectacle américain. Un spectacle qui était présenté dans une certaine mesure, pensé comme une sorte de supplice de Tantale, de manière très consciente en direction du public soviétique. L'idée était de montrer le mode de vie américain, était de générer une envie du mode de vie américain auprès des soviétiques. Et donc, beaucoup des remarques sur les livres d'or qui ont été scrupuleusement conservés, qui se trouvent dans les archives du département d'État à Washington, on peut les lire, ces registres, qui nous montrent que beaucoup de ces visiteurs disaient « mais on ne nous montre rien de sérieux, on n'apprend rien sur la science et la technologie américaine ». Et en fait, c'était une opération absolument volontaire dans laquelle il s'agissait de présenter au public soviétique des images de l'American Way of Life et des équipements de la vie quotidienne. C'était d'une part donc des intérieurs, des appartements, des maisons, une maison appelée facétieusement un splitnik, une maison double, réponse au Spoutnik, puisqu'il ne faut pas oublier que ces relations entre les États-Unis et l'Amérique étaient surdéterminées par ce qui se passait dans la course à l'espace et le fait que l'Amérique avait été humiliée par le lancement du Spoutnik soviétique en octobre 1957. Donc ce mode de vie transplanté est là pour donner envie et non pas du tout pour expliquer les fonctionnements de l'industrie américaine. Le clou de l'exposition, ce sont au moins 2 systèmes, 2 dispositifs. Le premier, c'est celui qu'élabore le designer George Nelson sous le nom de Jungle Gym, le gymnase de la jungle, mais aussi un jeu de mots sur un personnage populaire, qui est, vous le voyez ici, une sorte de gigantesque labyrinthe rempli d'objets de consommation courante. Si vous voulez, c'est le contenu d'un grand magasin américain qui est transplanté à Moscou. Et surtout, au centre du dôme de Bucky Fuller, c'est le spectacle Glimpses of the USA, Regards sur les USA, élaboré par Charles et Ray Eames, qui est un des premiers spectacles multimédia jamais organisés. Enfin, l'année précédente, Le Corbusier avait monté le poème électronique à Bruxelles, mais celui-ci, vous le voyez, c'est un spectacle de diapositives et de films multi-écrans qui est absolument extraordinaire et qui plonge le spectateur dans la vie américaine, dans la société automobilisée, dans les ressources naturelles et les grands paysages naturels américains, un paysage donc mouvant, absolument séduisant et extrêmement efficace. C'est aussi ce qu'en retiendront les visiteurs américains. Il semble que Khrouchtchev, mais je ne l'ai pas vérifié dans les archives de Eames, à la Library of Congress, que Khrouchtchev ait émis une demande pour que des écrans rendent compte de l'imagerie populaire américaine, c'est-à-dire Disney et les bandes dessinées. Je ne l'ai pas vérifié. Il y a une petite section sur l'architecture en tant que telle qui est installée à l'extérieur et dont le curator est Peter Blake.
architectes et critiques qui présentent des éléments de l'architecture moderne américaine de cette période. Enfin, et c'est sans doute ce que l'on retiendra et ce que l'on retient dans la mémoire populaire, au centre de l'exposition se trouvent des cuisines, 3 cuisines, dans lesquelles sont organisées à droite des démonstrations de pâtisserie ou de cuisine, donc en destination à l'usage des visiteuses essentiellement soviétiques, qui sont beaucoup moins nombreuses que les hommes apparemment. Et c'est dans la cuisine que se tient ce célèbre dialogue entre Khrouchtchev et Nixon, qui a été enregistré, que vous pourrez trouver sur YouTube, un dialogue dans lequel finalement ce qui se joue, c'est une discussion sur la condition de la femme aux États-Unis et en Russie, et une volonté tout à fait affirmée de Khrouchtchev de ne pas reconnaître la moindre infériorité dans le domaine de l'équipement ménager avec la Russie. C'est cette exposition qui va imposer à Khrouchtchev une sorte de surenchère verbale. Le slogan « Rattraper l'Amérique » va être remplacé par le slogan « Dépasser l'Amérique ». Ce à quoi la sagesse populaire dira, permettez-moi de le dire dans ce lieu solennel, la sagesse populaire rétorquera rattraper c'est très bien, mais si nous les dépassons, les Américains verront que le fond de notre pantalon est percé. Donc, ce ne sera pas à l'ordre du jour. L'autre exposition, j'en parle très brièvement, car je n'ai pas beaucoup parlé, j'y reviendrai tout à l'heure, des effets symétriques infiniment moins importants, moins significatifs de la culture et de la scène russe sur l'Amérique. L'exposition symétrique a lieu au Coliseum de New York, un édifice qui se dressait sur Columbus Circle et qui a été détruit il y a quelques années. Et vous voyez que le propos est très différent. Le catalogue présente un Spoutnik, le 3e Spoutnik sur sa couverture. Vous voyez une autre fusée à droite. Les soviétiques présentent aussi des biens de consommation courante, mais insistent lourdement sur leur avance spatiale et sur la mécanisation du pays. Assez ironiquement, le catalogue s'ouvre sur un plan d'exposition et sur une image complètement fantasmagorique d'une route de campagne sur laquelle on voit circuler des tchaïkas, comme si chaque citoyen soviétique pouvait s'en payer une. Le public américain ne s'y trompera pas, et le livre d'or américain, le livre d'or de l'exposition de New York, est un livre d'or particulièrement critique, sinon hostile. Alors, dans le sillage de cette exposition, un dispositif de connaissance systématique de l'architecture américaine, de l'urbanisme américain, se déploie dans la Russie des années 60. Systématique, il passe par toute une série de canaux. Le premier canal, c'est celui des publications américaines et d'expositions itinérantes, comme celle que vous voyez à gauche, qui prolonge l'exposition de 1959. Exposition sur l'architecture, le design industriel, les arts graphiques, la mode, qui permettent de disséminer des photographies comme celle de la maison de Neutra. Dans le même temps, pour la première fois, il devient légitime d'écrire l'histoire de l'architecture américaine, ce que se propose le livre publié par l'Institut de théorie de l'Académie d'architecture et que vous voyez à droite. Pour poursuivre avec la politique américaine, la revue America, dont j'ai déjà parlé, diffuse également des images des rénovations urbaines, celle de Philadelphie, de l'architecture la plus radicale, celle de Saarinen, en utilisant de façon assez amusante la rhétorique soviétique. Aucune publication américaine n'utiliserait ce titre, une nouvelle étape, c'est de la phraséologie soviétique utilisée pour rendre je dirais, familier le discours de cette revue. Enfin, l'Amérique présentée comme pays de propriétaires, les logements comme étant baignés d'air et de lumière, l'architecture fait partie du discours de la propagande américaine dans ces années. De leur côté, les Russes visitent et traduisent. Et je voudrais évoquer au moins deux cas. Le premier est tout à fait important. En 1968, une mission dirigée par Mikhail Passorkin, qui est l'architecte en chef de Moscou, se rend aux États-Unis
et publie à son retour un très intéressant rapport qui faisait partie de ces publications dont le nombre d'exemplaires était strictement déterminé et que l'on ne pouvait consulter dans les administrations soviétiques qu'en signant une décharge pour savoir qui avait vu le livre. C'était le cas avec pas simplement des livres techniques de ce genre, mais aussi avec des ouvrages comme ceux de Foucault ou de Barthes qui avaient été traduits, mais qui n'étaient pas disponibles dans les bibliothèques et que l'on pouvait lire dans certains instituts de recherche en sciences humaines. Alors, Possokhine visite les États-Unis et revient en publiant un rapport passionnant dans lequel on trouve évidemment, c'est une sorte de captatio benevolentiae indispensable, une vue de taudis américain. Mais immédiatement après, eh bien, ce sont les grandes villes, les autoroutes, les rénovations urbaines, et pas simplement New York ou Chicago, mais aussi Houston et Los Angeles qui sont présentées. Ces idées interviennent alors que tout le dispositif de l'architecture et de l'urbanisme soviétique est repensé dans une perspective qui fait une large place au modèle américain. Quelques exemples. Oui, un autre exemple qui est cette fois-ci un ouvrage traduit, et pas n'importe quel ouvrage. En 1966 paraît une traduction du livre de Victor Gruen et Larry Smith, Shopping Towns USA. Victor Gruen est l'inventeur du shopping center moderne, du centre commercial clos à air conditionné. Il a élaboré le modèle au début des années 50 et l'a réalisé dans l'ensemble des États-Unis pendant toute la décennie. Son livre est une sorte de bilan d'expérience qui présente le shopping center comme pouvant être le noyau de la ville américaine. Il n'y a pas de traduction anglaise ou française dans cette période. La seule traduction, 66, est une traduction soviétique qui donc intervient à un moment où la perspective d'un développement de la consommation, d'un développement de la sphère commerciale dans la société russe apparaît. Sur le terrain architectural plus précis, notre vieil ami Oltarjevski, qui mourra en 1966, termine sa carrière en dessinant à nouveau des gratte-ciel, et vous voyez que ces projets d'hôtels sont des gratte-ciel qui ont complètement abandonné les oripeaux historicistes des années 50. Oltarjevski retourne aux projets modernes avec lesquels il avait commencé sa trajectoire, je dirais, parabolique dans les années 20. Dans la transformation concrète de Moscou, les modèles américains abondent le grand projet de Passorkine, qui est la création du nouvel Arbat, de la perspective Kalinine, avec la galette de ces immeubles bas et ces bâtiments qui sont soit des tours, soit des bâtiments en V, dont le plan est en V de l'autre côté. C'est comme d'ailleurs les premiers projets pour la défense, un développement des projets théoriques pour la modernisation de Manhattan dans les années 40. Les nouveaux hôtels, pensés au dernier, qui était l'hôtel Ukraina, les nouveaux hôtels comme l'hôtel Inturis, construit très près de la place Rouge, utilisent des murs rideaux et des solutions spatiales qui sont celles des grands gratte-ciel de Park Avenue ou d'autres grandes avenues artères de New York ou de Chicago. Enfin, dans l'ordre de l'imitation de la proximité la plus totale, je pourrais citer l'aérogare de Sheremetyevo 2 que vous voyez en bas et qui est une sorte de version réduite, de version concentrée de l'aérogare de la Paname construite sur un aéroport qui ne s'appelle pas encore JFK à l'époque et qui vient d'ailleurs aérogare qui vient d'être détruite. D'autres phénomènes pourraient être évoqués et j'insiste seulement sur les édifices qui ont une sorte de portée programmatique. Je ne parlerai pas, par exemple, de l'impact des idées, des dessins de Louis Kahn lorsqu'en 1971, Yuri Platonov obtient un des prix au concours, mais pas la réalisation au concours du Centre Beaubourg à Paris, après Piano et Rojas. Son projet est un projet totalement kahnien. On pourrait parler aussi du succès de l'architecture et des idées de Venturi dans certaines marges de l'Union soviétique, comme l'Estonie, où des programmes plus petits, jusqu'à des programmes de maisons individuelles ou de petits édifices reprennent des formes
qui sont empruntés via les revues au nouveau shingle style américain. L'observation des États-Unis va enfin, dans cette période, dans les années 60, alors que la guerre froide connaît une relative atténuation, cette observation va prendre enfin une forme scientifique organisée. C'est une date très importante qui pourrait peut-être être le terme de mon propos, le passage, je dirais, de l'anxiété et de l'envie à la méthode. C'est la création en 1968 de l'Institut de recherche sur les États-Unis de l'Académie des sciences, dirigé par Arbatov, qui sera un grand conseiller des premiers secrétaires soviétiques, et notamment de Brejnev. Enfin, peut-être autre conclusion ou autre terme de mon propos, cela pourrait être le mandat qui est donné à Raymond Loewy en 1963. Quel mandat? Raymond Loewy, grand designer industriel américain, célébré par Time Magazine en 1949, était un des inventeurs du design caréné, du design aérodynamique, tel celui que l'on voit sur les locomotives. Et j'ai rapproché ici un projet qui n'est pas de lui, mais de son collègue et concurrent Henry Dreyfuss pour une locomotive du New York Central, locomotive carénée, de la locomotive carénée Joseph Staline, produite en 1937 à Moscou. Vous me direz que les lois de l'aérodynamique sont les mêmes des deux côtés de l'Atlantique, mais il n'y a pas qu'aérodynamique ici, il y a clairement du style. Et c'est bien ce qui fait que Loewy, qui représente l'inventeur de nombreux objets d'usage quotidien américain, est la figure idéale que les soviétiques convoquent en 1973 pour dessiner la nouvelle Moskvitch. Donc la nouvelle voiture qui marque un seuil n'est plus comme la Volga dérivée d'un modèle américain sans consultation, elle est directement produite par un studio de design américain, un écho à plus de 40 ans de distance de l'importation du tracteur Ford et de l'importation des chaînes de montage de Ford organisées par Albert Kahn pendant le premier plan quinquennal. Donc, au total, et je voudrais revenir pour terminer à mon image initiale des deux Superman, cette magnifique image de Roman Chislevich, je voudrais revenir à quelques idées formulées au début ou quelques idées qui pourraient nous permettre de conclure en soulignant plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de symétrie entre Russie et Amérique. On aura du mal à trouver aux États-Unis autant d'exemples de transfert de formes, de transfert d'idées. Mais bien qu'il y ait eu évidemment un rapport entre le plan quinquennal et le New Deal de Roosevelt, qu'il a utilisé pour développer son argumentation, bien qu'il y ait eu une certaine réception du constructivisme dans l'architecture américaine des années 30, extrêmement modérée, et bien que certains projets de l'avant-garde soviétique, je pense à certains projets de gratte-ciel des Frutemas, aient directement inspiré la Sears Tower de SOM et qu'Ivan Leonidov ait été célébré par l'Institute for Architecture and Urban Studies de Peter Eisenman et un de ses élèves nommé Rem Koolhaas. Bien aussi que Tchoumi, architecte new-yorkais d'origine helvétique, ait développé son projet pour la Villette à partir des dessins de Tchernikov. Mais tout ceci reste marginal. Rien de commun non plus avec les interférences entre les États-Unis et la France ou entre la France et l'Allemagne. L'extension de ce dispositif de l'américanisme russe, on l'a vu, est considérable. Et c'est la première chose qu'il faut en retenir. Sa géographie est changeante. Et l'on pourrait d'ailleurs, je l'ai fait à l'occasion, établir une sorte de carte thématique dans laquelle figureraient des villes comme New York, comme Chicago, comme Los Angeles, les villes du Sud, en général objet de répulsion, à juste titre à cause du racisme, la Floride, etc. Donc il y a une carte thématique qu'il serait intéressant de constituer. Il y a également une diversité, un pluralisme médiatique. Les médias, les canaux, les vecteurs sont multiples, les protagonistes aussi. J'ai parlé des voyages des politiques, des techniciens, des écrivains, des cinéastes, des poètes et bien sûr des architectes. Enfin, les modalités sont changeantes et je pourrais dire qu'il y a une rhétorique de l'américanisme
qui passe par l'utilisation, par exemple, de la synecdoche, dans laquelle New York ou Chicago représentent une ville précise, l'ensemble de l'Amérique. Si Novosibirsk, comme on l'a vu, est Sibchik, de Chicago de la Sibérie, c'est l'ensemble de la Sibérie qui est pensé comme un Middle West ou un Far West à l'envers. Il y a également, on l'a vu, des translations, c'est-à-dire les déplacements d'une figure invariante, l'importation de produits, de systèmes de production, selon les cas avec ou sans licence. Le tracteur Fordson, les usines de Cannes sont des exemples de ces translations, de ces migrations d'objets qui ne changent pas entre Dearborn et Chelyabinsk ou Dearborn et Kharkov. Dans un autre temps, avec Kahn aussi, avec Albert Kahn, c'est un transfert de standards, de procédures, de spécifications techniques, et c'est ce que Koltarzewski pratique avec la même détermination dans son manuel. Il y a même, je dirais, un transfert de transfert. Lorsque les techniques pour déplacer les maisons sont transférées des États-Unis en Union soviétique, c'est de là qu'il s'agit. Enfin, d'autres figures pourraient être convoquées, celle de la similitude, c'est-à-dire une transformation mathématique qui multiplie toutes les distances par une constante fixe appelée un rapport. Sheremetyevo est ainsi dans un rapport de similitude à l'aérogare de Paname. Il y a d'autres formes qui sont celles, évidemment, de la citation, fragments de gratte-ciel reproduits dans les Vysotsky, ainsi qu'on l'a vu, des opérations qui sont de l'ordre de l'homothétie, dans laquelle des fragments de villes américaines sont miniaturisés, par exemple dans le programme des gratte-ciel et de leur environnement à Moscou. Enfin, on pourrait aussi parler du fétichisme de certains matériaux, comme le verre, dans les bâtiments de bureaux des années 20, et surtout, évidemment, de la métaphore qui veut que les États-Unis représentent l'avenir de la Russie, ce qui est à l'origine de la fécondité du phénomène de l'américanisme, un avenir souhaitable ou un avenir répugnant dans certaines phases, dont celle dont j'ai parlé aujourd'hui. Les États-Unis deviennent ainsi le spéculum, le miroir dans lequel se lie l'avenir de la Russie. Il y a donc un dispositif extrêmement complexe d'échanges formels et textuels que je suis loin d'avoir épuisé. Conclure comment ? En dépit des négations et des refoulements, écoutons Poutine aujourd'hui, l'américanisme perdure dans la Russie d'aujourd'hui, qu'il s'agisse des formes de la culture de masse ou du langage qui est complètement contaminé par l'anglais américain, et les modèles architecturaux continuent aussi à migrer, parfois sous une forme transformée, filtrée à travers l'Europe. Je pense à certains centres d'affaires comme Moskva City à Moscou. Mais le cadre est nouveau. Il est marqué par l'existence d'échanges humains bien plus intenses et au travers de l'émigration, du retour des émigrés, des voyages. C'est donc certainement une autre instrumentation qu'il conviendrait d'utiliser pour l'étudier que la mienne, et je m'en tiendrai donc prudemment ici à l'histoire et ultérieurement dans les développements de mon propos. C'est ce que je me propose de continuer à faire. Merci.